Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette version de la Saint-Valentin, 14 février 2014. Bref, on va assumer que vous n'aurez pas vraiment le temps d'écouter ça, mais c'est pas grave. On vous le rappelle, mais si vous écoutez ça en ce moment, vous avez oublié, vous êtes déjà dans la marde. Il y a quelque chose, il y a un problème là. Hey, écoute, on va se lancer tout de suite dans nos sujets pour ce soir. Écoute, ça devait ronfler fort mardi en fin d'après-midi sur la colline parlementaire à Ottawa. Le ministre Flaherty qui a présenté son budget fédéral. As-tu un peu lu les grandes lignes? Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de grandes lignes en fait à lire. On enlevait 6. Mais honnêtement, c'était pas de la marde, là, dans le sens que... Non. C'est, comme j'ai dit tantôt, c'est un bol de cornflakes avec du lait crémé. Pas sucré. Fait un job, mais bon. C'est fade. Ça gagnera pas au chef, là. Non, mais je lisais un éditorial dans le Journal de Québec qui soulignait avec raison que ça devait être une job plate un peu, les gens qui avaient la job de critiquer le budget, parce que, tu sais, il se passe rien avec ce budget-là. Honnêtement, tu peux critiquer qu'il y a beaucoup aussi de grandes lignes qui sont avec la mention à définir plus tard. T'sais, par exemple, la question de l'harmonisation entre les prix pour des produits équivalents au Canada versus aux États-Unis, qui serait un peu une implication du gouvernement dans la régulation des marchés, qui est indiquée comme étant un désir dans ce budget-là, et c'est à développer. Ça me fait penser au budget quand les libéraux étaient au pouvoir. Tu sais, c'est comme... On dirait que leur but, c'est de rien faire. Mais leur but, c'était de revenir à un équilibre budgétaire, ce qui, selon leurs prévisions, est atteint lors de cet exercice budgétaire-là. Donc, écoute, tu peux leur reprocher d'avoir un seul objectif et de ne pas prendre en compte l'intégralité de leur responsabilité et d'avoir une vision d'ensemble qui concerne tous les secteurs de l'économie ou tous les différents éléments qui doivent entrer en ligne de compte dans la production d'un budget fédéral. Mais tu peux pas leur reprocher de ne pas avoir atteint l'unique objectif qu'ils se sont fixés. Non, ça je veux dire, c'est parfait, là. Parfait. Dans le sens qu'ils ont toujours dit qu'ils allaient faire ça et tout ça, puis on va probablement s'attendre à un budget un petit peu bonbon, comme on en parlait un peu plus tôt, pour l'année prochaine, l'année électorale. Oui, bien d'ailleurs, les surplus sont pour ça, à mon avis. Là. Je veux dire, ils annoncent des surplus, des prévisions, des prédictions de surplus assez énormes pour le prochain exercice, et puis, à mon avis... Lors du prochain budget qui sera le véritable budget préélectoral, finalement, ce surplus-là va être de beaucoup diminué parce qu'ils vont annoncer toute chose et son contraire à qui veut l'entendre pour les élections. On fait un trou là, puis après ça, on va le remplir l'année prochaine. Ça va être malade. On va favoriser l'industrie qui creuse des trous, puis on va le faire remplir pour favoriser aussi l'industrie qui remplit les trous. Une affaire intéressante que j'avais vue dans le budget, puis ça, c'est un petit peu plus profond que juste additionner des colonnes de chiffres, c'était le rapatriement des contrôles de dépenses de la défense. Je crois qu'ils ont ramené ça dans les mains semi du Conseil du Trésor. Ouais, à cause du fiasco des avions de chasse. Mais c'est ça, c'est que le problème avec les dépenses militaires, c'est que c'est pas des erreurs qui débalancent de genre 10 millions ou même 100 millions des budgets, c'est des milliards de dollars qui semblerait que le gouvernement conservateur ait considéré que ce qui se passe au niveau du ministère de la Défense c'est un semi-n'importe quoi. Donc, ils ont décidé de rapatrier ça pour dire, regarde là, on va arrêter de prendre leurs mots. On a besoin de ces avions-là, ça va être malade. Puis ils vont coûter 33 milliards pour faire, OK, on envoie juste l'argent, on dit rien. On va vérifier comme il faut, là. On parle de 33 milliards, là. C'est pas... on peut en faire les affaires avec 33 milliards. Réfléchis à ça, c'est beaucoup, 33 milliards. Tu sais, on parle de... 33 milliards, là, c'est 60 arénas, comme ce qu'on est en train de faire au Québec, là. Mais en même temps... Tu pourrais littéralement faire une ville de Québec et c'est juste ces affaires-là, un à côté de l'autre. Mais en même temps, faut pas partir de là et dire que tout argent investi dans la défense, dans l'amélioration des forces militaires canadiennes sont pas bonnes. Parce que souvent, il y a des gens qui prennent cet argument-là, puis c'est vrai. Là. 33 milliards d'avions, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai que l'aviation canadienne, c'est pas mal la branche des forces armées avec la marine pour les explorations en Arctique, des types particuliers. C'est pas mal là où on peut mettre notre investissement. Tu sais, l'armée canadienne, là, à part lors des inondations à Calgary, là,
Je veux dire, puis les missions de paix, qui étaient une de nos spécialités avant. Fait qu'on arrête ça. On a arrêté un petit peu, puis tu sais, Il y a encore la ça a task pas tellement force, changé. Ouais. la task force qui fait quand même. En fait, on a une excellente armée au niveau du personnel. Là. C'est une armée qui est vraiment très respectée au niveau international. Demanderait à n'importe quel Américain qui a travaillé avec l'armée canadienne, ils vont dire A1. Particulièrement nos officiers, semble-t-il. Oh, oui. C'est vraiment ce qui. Faut être fier de ça, mais en même temps, quand tu regardes plus la technologie des fighters de manière générale, c'est clair qu'on s'en va vers des drones. Là. Fait que j'ai peur que si on achète genre une quantité X de F-35, dans genre 10 ans, on va se dire « Hey, pourquoi on achetait ça? » Oui, en fait, mais moi, mon point, c'est qu'il y a une interrogation importante à avoir sur la façon dont on dépense d'argent en défense, mais ça ne doit pas commencer par toute dépense en défense est inutile Non, mais quand est militariste. Quand je voulais dire, on peut en faire beaucoup des trucs avec 33 milliards, c'était juste pour dire il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait avec ça. Je suis d'accord qu'il faut une armée puis il faut qu'elle ait du stock, on s'entend. Non, mais c'est ça. Soyons bien sûrs que ça va être utile. Là. Ouais, c'est 33 milliards. Soyons bien sûrs que c'est le bon stock. Exact. À la fois objectivement et aussi en termes des besoins du Canada en matière de sécurité puis en matière de défense. On veut donner qui avec ces avions-là, pourquoi puis où? La réponse, c'est les Russes. Les Russes dans l'Arctique. Ouais, c'est ça. Bref, et ça, budget fédéral. Oui, c'est ça. Budget, je veux dire. Et aussi, évidemment, dans ce budget fédéral-là, faut pas oublier que les fumeurs vont payer leur part amplement du renflouement des coffres de l'État fédéral. T'as-tu vu combien c'était pour combien? C'est environ, je pense que c'est quelque chose comme 4 piastres le carton. Donc, c'est 50 cents le paquet. OK. Fait que, en plus de ce que nous au Québec on. Ah non, fait que c'est rendu de plus de 10 piastres. Dans le fond, à minuit, ben écoute, ça dépend des paquets, là. Mais je veux dire, à minuit, cette semaine, lors de l'annonce du budget, ben le lendemain matin, les paquets de cigarettes sont 50 cents de plus. Pour tout le monde. Tu sais, au Québec, dans le. Peu importe leur prix de base. Je sais plus dans quel. C'était le premier budget péquiste qui avait augmenté un petit peu la taxe sur l'alcool. Puis j'étais allé au dépanneur. Puis le commis au dépanneur, il me comptait. Il dit Hey man, c'était la panique ici. Ça me fait toujours rire que les gens débarquent comme si le lendemain, il y a pu aller avoir. Hey, tu vas juste économiser quelques cents. Si t'as pas allé au DEP, là, ça vaut pas vraiment la peine d'y aller. Là. Mais écoute, ça d'ailleurs, ça me fait penser à une chose qui me fascine. À côté de chez nous, j'ai un Ashton. Si tu voyais la file de chars qui brûle du gaz dans la file de chars pour le service au volant pour aller sauver genre 10% sur une poutine. C'est des scènes. C'est des scènes. Ils dépensent plus en gaz à attendre dans le fil. Ça me fascine à chaque fois. Je veux pas les juger, ces gens-là. Clairement, la poutine, ils vont l'adorer. Ils vont l'apprécier. Mais, je veux dire, quand il fait fret, il y a cette file-là. Quand il fait pas fret, il l'a pas. Donc, clairement, les gens vont pour ça. Et je trouve ça fascinant de voir cette espèce d'équivalence-là entre « Ah, je sauve des scènes sur ma poutine, mais tu réalises pas le temps et le gaz que ça te coûte d'aller chercher cette poutine-là. » Ouais. En même temps, je veux dire, ça te fait popper dans ta tête une raison d'aller chercher une poutine. Je veux dire, c'est un peu comme n'importe quoi, là, tu sais. Ah, c'est du marketing. C'est ça, c'est du marketing. Tant mieux pour eux que ça marche. Bref, c'est ça. Alors, les fumeurs, cette semaine, se sont réveillés, sont allés acheter leur paquet de cigarettes quotidien. Tabarnak! Je coûte pas cher, moi! Non, mais, pour vrai, ultimement, on espère qu'il en reste pas tant des gens qui achètent des paquets de cigarettes à tous les jours, mais pour avoir travaillé dans un dépanneur. Sérieusement, si vous faites ça, genre, faites de quoi, là? Non, mais diminuez, là. Il en reste, là. Il y en a encore. Oh, pour avoir travaillé dans les dépanneurs, des cigarettes, là, il s'en vend plus que les gens qui ne sont pas dans un monde de fumeurs pensent qu'ils s'en vendent. Ouais, c'est juste qu'ils en parlent plus. Mais c'est ça. Mais les gens qui fument, là, il y en a encore. Oh non, c'est sûr. OK? On va se le dire. Donc, bref, c'est une belle façon d'aller chercher de l'argent. Écoute, on pourrait faire un lien avec le débat sur la légalisation du pot. Quand on va légaliser le pot, je veux qu'on le taxe. Qu'on le taxe. C'est pas nécessairement bon pour la santé. Ça me dérangerait pas que la moitié du prix, ça soit des taxes. Ben oui, exactement. Comme c'est le cas pour les cigarettes, justement. Oui. Donc, bref, un budget fédéral qui, essentiellement, est un pensez-y bien jusqu'à l'année prochaine, parce que là, l'année prochaine, ça va être un véritable... Ouais. C'est ça. Les deux mains sur le volant, on roule à la limite sur le cruise, sur l'autoroute, en deux mains sur le volant, plate. Mais pas de pieds et pédales. C'est le cruise control. Tu touches pas aux pédales. T'es assis bien carré. On avance. Hey, écoute, moi, je veux faire une montée de lait. On change de sujet, là, mais on parle évidemment du sujet de l'art, les Olympiques, qui sont, somme toute, se déroulent bien jusqu'à présent. Pas eu d'attentat à date? Non, effectivement. Mais là, ça, on va toucher du bois, puis on va essayer de pas trop en parler, parce que le but, c'était, comme on se l'était dit d'ailleurs précédemment, faut pas que ça vienne ternir la couverture des jeux vidéo. J'étais assez content. Des jeux olympiques. Je suis assez content d'ailleurs
qu'on ait passé le buzz original de déceler toutes les failles dans l'organisation et la construction des différents hôtels et différentes installations sportives. On a passé ce buzz-là, les jeux sont commencés, puis on se concentre sur les jeux. Fait qu'on va les gâcher avec quelque chose d'autre. C'est ça. Et là, on s'en vient. Là, la game nationaliste par rapport aux athlètes québécois versus les athlètes canadiens, je trouve ça déplacé. Je trouve ça... on peut être fier, on peut être même chauvin un peu. Là. Moi, je vais être le premier à dire qu'un athlète québécois, particulièrement, bon, par exemple, Kim Lamarre, qui a gagné une médaille de bronze, qui vient de la ville de Québec, ben, c'est awesome. T'sais. Cette fille-là, elle a grandi dans le même environnement que moi. Puis je vais faire part d'un chauvinisme totalement assumé, puis je vais être plus fier pour elle que pour les autres athlètes. Mais plus fier marginalement. Je vais quand même être content pour les athlètes canadiens en général. Puis là, commencer à photoshopper des drapeaux québécois par-ci puis par-là, puis en faire une cause nationaliste de dire que le Québec pourrait se défendre à l'international. Non. 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 Mais en même temps, c'est ça le problème, c'est que c'est vrai qu'on pourrait se défendre à l'international. C'est pas faux. Mais non, mais... Mais c'est pas... C'est non. pas utile. Pas que c'est pas utile, mais comment dire, c'est... Si on est en ce moment dans le Canada... À chaque fois qu'un Québécois gagne une médaille, tu peux pas être en maudit que quelqu'un de Calgary soit fier ou quelqu'un de Toronto soit fier pour ça. Mais il y a des gens qui sont tellement chauvinistes au niveau québécois qu'ils veulent dire non, c'est à nous, ça, vous avez pas d'affaire à être fiers, c'est juste nous autres qui avons le droit d'être fiers parce que c'est nos athlètes à nous. Puis je suis comme, regarde là. L'équipe canadienne de hockey, là, ben, Sidney Crosby, Carey Price. Les Québécois aussi, il y a des Québécois aussi, mais c'est. Écoute, si on sera un pays, puis quand on sera un pays, ben ça sera ça. Mais en ce moment, ça sert à rien de faire semblant que les athlètes québécois représentent autre chose que le Canada. Oui, puis c'est pas juste ça. Présentement, là, le succès des athlètes québécois démontre en réalité que le sport canadien fait sa job d'aller chercher les athlètes partout où ils sont, incluant au Québec, plutôt que le discours traditionnel qu'on a que le Canada nous envoie chier, se lève la nuit pour nous haïr, puis nous donne aucun avantage. C'est pas vrai. Ultimement, là, c'est l'inverse qui serait un exemple. Si dans les Jeux olympiques d'hiver, considérant que le Québec se dit une province d'hiver, comme le Canada, c'est un pays d'hiver, là, ne nous accaparons pas, oui, s'il mais vous le plaît, Québec, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Oui, OK. Fait que tu sais, il y a l'hiver, puis après ça, il y a le Canada, qui est quand même un pays nordique. Mon point étant que si le Canada se démarquait de façon incroyable lors des Jeux olympiques et la proportion d'athlètes québécois qui s'y démarquaient était extrêmement faible, il pourrait y avoir un argument de dire ben, les fédérations canadiennes de sport dans les différents sports font pas leur job d'aller chercher du talent à la grandeur du Canada, mais ils se concentrent dans les provinces anglophones et ils développent davantage ces athlètes-là. Mais là, c'est l'inverse qu'on voit. Les Québécois ont beaucoup de succès. Pourquoi, pensez-vous? Parce qu'ils ont été repérés, identifiés par les fédérations canadiennes et entraînés par celles-ci dans le but de faire l'équipe canadienne. Oui, mais il y a quand même aussi... puis j'entendais des gens, puis des francophones et des anglophones, qui parlaient de que ça semblerait là, qu'on ait quand même un bon programme sportif au Québec. De manière... que ce soit au niveau de toutes les tranches d'âge, même que certains disaient qu'au Québec, on encourage plus les jeunes à faire des sports, même peut-être différents ou justement autres que juste le hockey. Ultimement, c'est ça qui t'amène des médailles. Gagner au hockey, ça t'amène une médaille. Et d'ailleurs, l'équipe de hockey. Tu sais que, on fait une petite tangente, là, mais tu sais que récemment, il y a eu une étude qui disait qu'au Canada, globalement, là, mais ça vaut pour le Québec aussi, là, le hockey mineur est relativement en danger. Il y a une proportion de plus en plus grande des parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants au hockey pour, le coût, qui est vraiment élevé Absurde. par rapport à beaucoup d'autres sports, et les questions de sécurité puis de santé physique de leurs enfants à cause notamment des commotions cérébrales. Et t'as raison, dans cette optique-là, je pense tranquillement, il faut commencer à développer l'attrait de nos jeunes pour tous les autres sports. Puis c'est bien de profiter du contexte olympique pour faire la promotion de d'autres sports pour dire « Hey, le jeune, tu peux t'épanouir dans autre chose que le hockey. » Puis aussi, pas juste au niveau des programmes, mais tu sais, géographiquement, le Québec est dans une place de choix pour avoir des grosses performances au niveau des Olympiques d'hiver. Là. Je veux dire, tu vas à Toronto, là, à part des patinoires, là, je veux dire, il n'y a rien là, pour faire les sports d'hiver là-bas. Là. Pas de montagne, il y a à peine de la neige au sol. Tu vas à Vancouver, il pleut.
Tu sais, je veux dire, c'est même que l'hiver. les gros centres de population, le plus gros centre de population qui a un accès légitime à des activités d'hiver, c'est Montréal et Québec. Là, C'est pas vraiment surprenant. C'est pas vraiment surprenant qu'on fasse des skieurs de boss, des patineurs de vitesse et autres athlètes du genre. Je veux dire, c'est pas une question nécessairement nationaliste. Là. Si on faisait les jeux d'extraire du pétrole, on perdrait là. Parce qu'on en a pas. Ou on le fait pas. On le fait pas. On le fait pas surtout. Et en fait, ce que je veux dire, je pense que ce qui m'attaque le plus, c'est que tout ça, ça veut rien dire, en fait. Ça veut pas dire grand-chose. Ça, là, c'est Ça simplement... veut juste dire qu'on fait des bons athlètes olympiques dans notre province. Et puis... Ça démontre... Écoute, je suis souverainiste, mais je rembarque pas ça dans mes cartes, là. Non, en fait... Ça veut rien dire pour moi, ça. Comme je te disais, à propos de ce sujet-là précédemment, en fait, pour moi, ça démontre simplement qu'il y a des gens qui vivent dans une atmosphère de haine constante envers le Canada et qui ça teinte leur vision de tout et ça se démontre de façon flagrante lors des Olympiques dans la situation actuelle. Tu les vois, ces gens-là, puis moi, en tout cas, moi, ma réaction, c'est ça. Il y a l'équivalent au Canada anglais. Oui, là, mais tu sais, moi, ma réaction face à ça, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, que ce soit les gens au Québec qui le voient comme ça ou les gens canadiens qui sont frustrés parce qu'il y a trop de Québécois qui gagnent puis que c'est pas bon, dans les deux cas, c'est des gens qui gigotent dans l'eau et qui ont clairement pas d'affaire à le faire. Et je pense qu'on devrait tous avoir une attitude de pitié envers ces gens-là parce qu'ils vivent dans une haine constante qui doit leur consumer une quantité d'énergie hallucinante à tous les jours d'être dans cette haine-là de le Québec d'un bord ou le Canada de l'autre. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a de spécial avec la haine? C'est que la haine, c'est facile. La haine, c'est pas une émotion que tu as besoin de contrôler. C'est une émotion qui arrive et qui s'amplifie elle-même et qui se justifie elle-même. Fait que si t'es pas attentif à la haine que tu génères, puis tu te poses pas de questions, tu prends pas une pause, puis tu te dis, attends une minute là, je suis en train de dire de la merde là. Je suis en train de chier sur du monde sans réelle raison ici. Là. Si tu te poses pas cette question-là, tu peux facilement embarquer dans le cercle de la haine. Puis j'ai participé à des forums sur Reddit cette semaine, puis j'en vois là, puis dans tout ça, j'en vois là, que ce soit des deux bords, là, dans le reste du Canada, puis au Québec aussi là, il y a. Puis j'essaie de m'élever, entre guillemets, au-dessus de cette masse-là, puis de parler des deux côtés, puis de dire, admettons qu'on prend pour acquis qu'on est des bonnes personnes. Bon. Qu'on est des personnes. Ça veut dire quoi, les succès olympiques québécois? En dehors de la notion de souveraineté, etc., ça veut-tu dire vraiment quelque chose? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Oui, si on était un pays, probablement qu'on aurait des bonnes performances olympiques d'hiver. Ben, tant mieux. Mais tu sais, ça fait pas de nous une place magique, là. Mais sais-tu qu'est-ce que ça me fait remarquer, moi? C'est que quand il est question de nationalisme, de souveraineté québécoise, mais ça pourrait être valable dans un autre contexte que celui du Québec et du Canada, ultimement, les personnes qui sont les plus réfléchies, peu importe leur opinion personnelle, finissent dans la plupart des débats sur cette question-là à défendre les deux côtés. Oui. Moi, je ne suis pas souverainiste. Mais quand je discute avec les gens qui représentent la majorité des non-souverainistes, je me trouve à défendre l'option souverainiste parce que je suis incapable d'être dogmatique comme eux autres. Et c'est le même principe de ton côté. T'es souverainiste, mais si tu jases avec des souverainistes purs et durs, tu vas finir par être la voix de la raison puis de la modération parce que t'es plus réfléchi. C'est pas émotionnel. C'est un projet que tu as pensé, que tu as réfléchi et ça donne que dans la plupart des débats, ben, t'es le plus modéré. C'est ça, tu finis par... Puis je me suis fait critiquer de genre, quelqu'un a douté que j'étais souverainiste. Je l'ai pas dit que j'étais souverainiste, mais... Tu sais, il était surpris que... Par après, là, je te dis ça, mais garde en tête que je suis souverainiste. Juste pour pas que tu te dises que... Parce que, étant donné que tu te sembles avoir beaucoup de haine, je vais essayer de la désamorcer un petit peu en te disant que je suis souverainiste. Peut-être que ça va t'amadouer. Puis là, lui, il était surpris, là. Je dis, c'est ça que je dis, là. Pas juste toi, là. Il n'y a pas juste cette vision-là. Tu représentes un extrême d'un côté... Puis t'as pas besoin de ça pour être souverainiste. T'as pas besoin de haïr le Canada anglais pour être souverainiste. Tu n'as juste qu'à aimer le Québec assez pour vouloir l'amener dans une direction différente peut-être du reste du Canada pour vouloir être souverainiste. T'as pas besoin d'avoir la haine du Canada. C'est pas nécessaire, là. C'est pas nécessaire, puis c'est pas sain non plus de l'entretenir puis de la faire grossir. Ça te donne pas de crédibilité quand tu apportes tes arguments en faveur de ça. Tout argument qui est justifié par la haine... Ça peut être démonté, là. C'est ça perd la légitimité, la pertinence. En tout cas, écoute, je trouve ça dommage.
en espérant que les prochaines victoires soient mieux réparties à travers le Canada pour qu'on passe un peu de ce sujet-là à juste apprécier la performance, comme je le disais d'entrée de jeu, du Canada qui est assez intéressante. Là, jusqu'à présent, on performe bien. Tu vois, aujourd'hui, je regardais la luge. La luge, c'est spécial. Surtout en double. Hein? 2 gars couchés un par-dessus l'autre qui descendent une chauffe de glace. Ça nous amène sur notre prochain sujet. Non, ben ok, ouais, on peut en parler tout de suite, en fait. Parlant de 2 hommes, ici. En parlant de 2 hommes. Mais écoute, honnêtement, ce footage-là de la luge à double masculine, mais tu sais, féminine, ça aurait potentiellement... Mais masculine, c'est vraiment celle qui est la plus forte image. A fait partie d'une pub qui a circulé juste un peu, entre autres sur Facebook, un peu avant le début des Olympiques, qui disait, tu sais, ces Olympiques-là se déroulent sous la bannière un peu, ultimement, des droits homosexuels en général, parce qu'à cause... Ça a eu l'effet complètement inverse, en fait. Là. La Russie a voulu bannir la propagande, mais le fait qu'ils en ont parlé juste avant les Jeux a fait en sorte que finalement, c'est probablement les Jeux où le gay awareness a été le plus élevé ever. Ça a un nom, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, cet effet-là de genre, t'essayes de pas que le monde en parle en parlant, fait que c'est complètement l'inverse. Mais bref, il avait fait une pub qui disait, le sous-titre c'est un peu comme « The Olympics have always been a little gay ». Puis il y avait 2 gars qui font de la luge. Puis veut pas, je veux dire, je dis ça neutralement parlant, dans le sens que pour moi, quand je dis que quelque chose est gay, ça n'a aucune connotation négative ou positive. Ce que je veux dire par gay, j'entends que c'est un geste à caractère sexuel entre 2 personnes de même sexe. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Là. Faut que tu sois proche de ton coéquipier de luge double. Oui, puis t'es dans spandex. Là. Je veux dire, non seulement t'es proche, mais les barrières physiques... bref, c'est pas important. L'important, c'est que cette semaine, aux États-Unis, il y a eu 2 grosses nouvelles dans le domaine des droits homosexuels, ou en tout cas de awareness. Il faut le rappeler que, entre guillemets, au Canada, la lutte, entre guillemets, est somewhat finie, là, parce qu'ils ont pas mal tous les droits que quelqu'un peut vouloir. Le reste, là, c'est une question d'attitude qui vont changer avec le temps. Mais sur papier, un couple gay au Canada, c'est pas mal équivalent. Mais aux États-Unis, il reste beaucoup de place et beaucoup de choses à faire quand même. Mais là, cette semaine, la Cour suprême a décidé que le mariage homosexuel allait devoir être reconnu au niveau fédéral, même s'il y a 34 États qui ne le reconnaissent pas au niveau des États. Alors ça, c'est une grosse décision. Parce qu'il y a des États qui avaient décidé que c'était illégal de faire un mariage gay dans leur État, mais c'était illégal d'avoir été marié dans un autre État aussi. Là. En fait, c'est ça. C'est que quelqu'un qui aurait été marié dans un autre État, mariage homosexuel... faisait un crime à rentrer genre au Missouri ou je sais plus où. Non, mais sans nécessairement que ce soit un crime, c'est surtout que n'était pas reconnu dans leur État, et donc ils ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que bénéficiaient les couples mariés de sexe différents. Mais là, c'est ça la décision qui a été prise cette semaine. C'est à ce niveau-là, entre autres. C'est-à-dire qu'au niveau fédéral, tout avantage fédéral octroyé à un couple homme-femme sera également octroyé à un couple homosexuel. C'est gros quand même. Là. Ouais, mais il y a plein de choses. Dans le sens que c'est bon. Là. Il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça, que ce soit dans le mouvement des civil rights, dans le sens qu'il y avait comme certains États qui avaient commencé quelque chose, et que là, finalement, quand c'est une certaine quantité d'États qui embarquent, puis que là, le fédéral fait juste finir la job de OK, là, on pense que ces États-là, ils ont eu, dans le fond, fondamentalement la bonne idée. Fait qu'on va l'imposer à tout le monde qui semble genre ça prendre un peu plus de temps à comprendre ce qu'on veut dire. Puis c'était la même chose pour l'esclavage ou les droits des femmes. Là. L'esclavage, j'en marquerais pas là-dedans avec toi. Là. Ça c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, mais... je parle pas de l'esclavage nécessairement, mais plus des lois... des lois de des Jim Crows. Là. Ouais. Non, écoute, non, mais dans le fond, ce que je suis d'accord, ce que je veux dire simplement, c'est que la masse critique, peut-être en termes d'État, a peut-être pas été atteinte. C'est juste que là, le fédéral a décidé d'agir dans cette lignée-là. Bref, une nouvelle. Et l'autre nouvelle, c'est Michael Sam. Oui. L'athlète de l'homme football, courageux de l'année. C'est ça, l'athlète de football collégial américain qui est devenu, qui est sorti du placard, en fait, là, qui a annoncé qu'il sorti du vestiaire. Non, effectivement, et qui a annoncé au monde entier qu'il était proudly gay. C'est correct. Et donc, il deviendra, lors de son repêchage, probablement le premier joueur officiellement gay à jouer dans la NFL. Et c'est big deal.
Je sais pas si tu as vu un peu la suite des choses. Il y a 2 joueurs, dont un joueur des Alouettes de Montréal, Arlen Bruce III, qui a posté des commentaires un peu disgracieux sur Twitter après cette annonce-là. Une bonne idée. Et il a enjoint Michael Sam de submit to God. Mm-hmm. Et il a reçu pas une suspension, mais il a été une amende. Il a reçu une amende de la CFL et des Alouettes. Et en fait, présentement, les Alouettes sont un peu en train de décider, comme c'est un vétéran qui était peut-être nécessairement dans les plans futurs de l'équipe, est-ce qu'ils vont le libérer ou pas. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, en 2014, tu peux plus faire ça. Là. Je veux dire, honnêtement, tu as le droit d'être homophobe chez vous, dans ta tête, entre tes amis, mais publiquement, là, on n'est plus là. On n'est plus là, et il s'en est rendu compte. Lui et un autre joueur, dont j'ai pas le nom vite comme ça, là, mais bref. Mais j'ai aussi vu d'autres joueurs, des anciens joueurs ou même des joueurs actuels qui parlaient de cette situation-là dans la NFL, puis ils disaient des trucs vraiment intéressants comme... il y a un des... Parce qu'ils ont interviewé des propriétaires d'équipes, puis là, ils disaient, il y avait des gros doutes corporatifs de genre... On sait pas si on est rendu là, non, on sait pas si ça va genre affecter l'ambiance du locker room ou whatever. Puis un de ces joueurs-là qui est sorti, il dit si ton équipe dans son locker room est pas capable de tolérer ça ou de dealer avec ça, t'as probablement une équipe de merde. Ouais, effectivement. Mais tu sais, en même temps, d'ailleurs aussi, c'est Vince à choix à un moment donné qui l'exprimait d'une bonne façon. Tu sais, moi, être dans un vestiaire, dans une équipe de sport avec un gars qui est gay, ou si j'étais une femme avec une femme qui est lesbienne, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, ok, je suis tenu dans le vestiaire, c'est pas grave, c'est pas important. C'est sûr que quand vient le temps de discuter avec cette personne-là, comme pour tout sujet, chaque personne a sa zone de confort dans quel sujet. Il y a des chummés que tu leur parlerais pas de tes problèmes rectaux si t'en avais. Parce que entre chummés, là, ça te tente pas. Fait que c'est sûr que tu peux mettre au clair avec lui et dire, écoute, si tu veux, je vais me faire un plaisir de me retenir dans mon partage de mes expériences sexuelles hétérosexuelles. J'apprécierais si tu en faisais de même. Et c'est pas homophobe de dire ça, là. Juste, moi, des actes sexuels homosexuels, ça m'intéresse pas d'en entendre parler. J'ai rien contre toi, mais on peut-tu se donner des boundaries en termes de quel sujet on aborde ensemble? Et pour moi, ça doit se faire dans le respect mutuel de dire, écoute, c'est juste que ça m'intéresse pas. Tu peux en parler. Si t'en parles, je vais m'en aller. En même temps, ce qui semble intéressant par rapport à l'individu qui s'est présenté comme homosexuel, il a pas l'air d'un gars qui va genre braguer au gars du locker room le nombre de gars qui s'est fait dans un party à coke. Là. Il ne semble pas avoir ce profil-là. En voulant dire qu'il a justement un profil de gars de dire moi, là, j'en ai vu de la merde dans ma vie parce qu'ils ont fait la liste de la merde qu'il a vu dans sa vie. Là. Genre, tout le monde autour de lui est mort ou en prison. Ouais, c'est une vie difficile qu'il a eue. Puis il dit garde, moi, je suis gay. Là. Puis je joue bien au football. Fait que c'est ça. Puis il mettait ça tellement clair puis tellement froid que t'es là. Ben, OK. Non, mais ça change absolument rien. Je veux dire, il a beau être gay, là, ben il te fait des sacs du corps comme n'importe qui dans la Fédération Sud-Est en ce moment. Fait que tu sais, exactement. Si tu veux quelqu'un qui fasse des sacs du corps, ben peut-être que tu serais mieux de repêcher Mr. Comment il s'appelle, Sam? Ouais, Michael Sam. Exactement. Michael Sam. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai souhaite bonne chance, mais je pense malheureusement qu'il va être... je pense qu'il va payer personnellement pour ça. Parce que c'est le premier. Non, je pense... OK. Il sacrifie une partie de son bien-être puis sa carrière pour être le premier. Je pense... Ça ne va pas aller comme du beurre. Je suis en désaccord dans le sens que je pense qu'il va être repêché plus haut qu'il l'aurait été. Just because. Oui. Ouais. Après ça... Il pourrait être repêché par une équipe du Nord-Est, par exemple. Attention, après ça, est-ce qu'il va avoir des embûches supplémentaires au sein de l'organisation pour percer? Et c'est toute une question... Il y a une question un peu de business là-dedans. Faut pas que tu oublies que les équipes, s'ils peuvent générer plus d'argent tout en ayant une équipe compétitive sur le terrain, ça peut être une occasion de le faire. Ça revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois. S'il y avait une femme qui pouvait être assez bonne pour jouer au hockey dans la Ligue nationale de hockey, elle jouerait. Parce que ça serait tellement valable pour une équipe de la Ligue nationale de la repêcher puis de la faire jouer. Parce qu'en termes de retour sur le marketing, la publicité, le buzz, whatever, il le ferait. À mon avis, je ne sais pas si c'est pour lui, mais éventuellement, d'avoir la distinction de la première équipe de la NFL à faire jouer sur le terrain le premier athlète openly gay, on est rendu à l'époque où c'est un avantage et non pas un désavantage. Je pense que ça dépend de où est-ce que tu es aux États-Unis.
Et c'est là la différence de... Tu regardes les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ils vont peut-être être plus... Peut-être qu'ils vont plus regarder ça de manière froide ou intéressante que, je sais pas moi, les Cowboys de Dallas. Non, ok, oui, je suis d'accord avec toi. Là. Ça, c'est une question c'est un peu... C'est ce que je veux dire. Encore, c'est ça, mais c'est ça que je veux dire. Ouais. On n'est pas aux États-Unis. Puis c'est la même chose qui s'est passé quand ils ont rentré des joueurs noirs au football. Au début, c'était comme « Ah, ok, on sait pas, on est mal à l'aise avec ça. Bon, ça finit, ok. On les fait jouer. Ah, premier joueur, corps arrière noir. On est-tu prêt pour ça? Ok, difficile. » C'est tout le temps des étapes comme ça. Puis lui, il est rendu là. Lui, il va être la personne qui va... Il est le symbole. Il est le porteur de la flamme homosexuelle dans la NFL. Là. Ouais, mais et ça va y amener du bon et du mauvais. Là. C'est ça, oui, effectivement. Mais sa vie, ce que je veux dire, c'est que sa vie va être en dehors de ses performances de sport. Ça va être au-delà de ça. Sa carrière sera plus que juste des stats. Là. Oui, comme Jackie Robinson et au baseball. Exact. Effectivement. Bon, mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles relativement, toute proportion gardée. On est sur la fin, alors oui. Je veux juste faire ma petite chronique habituelle sur la Première Guerre mondiale. Cette semaine, ça s'adresse aux gens qui sont sur Twitter. Qui désireraient... en fait, c'est une nouvelle tendance en histoire qui est rendue possible par Twitter, justement, qui est de, en fait, revivre des événements au jour le jour, dans la façon dont ils ont été vécus. Ça permet, entre autres, de remettre en perspective la durée des événements. Quand on raconte l'histoire d'une guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, peu importe, c'est très difficile de rendre compte de tout ce que ça pouvait représenter en termes de durée pour les gens qui ont vécu ça. Tu sais, on dit, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ça a duré 6 ans. 6 ans, là, c'est long. Souvenez-vous, là, imaginez-vous ce qui s'est passé dans les 6 dernières années dans votre vie. Là, mais pendant tout ce temps-là, le monde entier est en guerre. C'est très difficile et avec Twitter, il y a des comptes qui sont dédiés à raconter au jour le jour ces événements-là. Et donc, pour la Première Guerre mondiale, il y en a un qui n'est pas encore en ligne. En fait, il est en ligne, vous pouvez vous abonner, mais qui va commencer lors du centenaire de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 2014, donc 1914. Marquez votre calendrier. Wouhou, ben non, bang, mais dans bang. le fond, vous pouvez vous abonner tout de suite. Puis là, ultimement, pouf, à partir du 28 juin, vous allez avoir des tweets qui viennent de ça. Ça s'appelle @realtime World War I, qui est un I majuscule. WWI en majuscule. Dans le fond, ça, c'est lui qui s'en vient. Par contre, d'ici là, il y a un autre compte Twitter qui fait un peu les événements avant la guerre, au jour le jour, qui s'appelle @realtimeW1. Pas I. Donc, c'est vraiment une distinction. De toute façon, tout va apparaître à l'écran. Et tant qu'à y être, il y a un autre compte aussi qui fait la même chose, mais pour la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Real Time World War II, donc 2, et qui est présentement sont rendus en 1942. Donc, c'est les tweets au sein de... En fait, ils suivent la Deuxième Guerre mondiale année après année. Ça a commencé il y a une couple d'années, puis là, ils viennent de commencer 1942. Donc, c'est le temps encore d'embarquer puis de suivre ça au jour le jour. Ça vaut la peine. Et, tant qu'à y être, si vous voulez aussi me suivre, moi, encore là, sur Twitter, avec... je promets, je spamme pas. Je suis pas si payé. Est-ce que tu nous racontes comment était ta douche? Non, pas en tout. Moi, je retweet essentiellement. Est-ce que tu nous racontes qu'est-ce que tu as mangé? Non, moi, je fais juste en tel jour, dans l'histoire, il s'est passé ça. C'est pas mal ça que j'envoie, donc okay. Ça intéresse les gens. Puis moi, Philippe Rioux, je suis pas sur Twitter. T'es sur Twitter, mais tu l'es pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je m'excuse. Écoute, on a fait le tour. Alors, sur ce, comme d'habitude, il nous reste pas mal à nous souhaiter et à souhaiter à tous nos auditeurs. Bonne semaine. Hey, si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. Et si vous êtes sur Reddit, on vous invite à venir dans notre forum de discussion qu'on va publier chaque vendredi dans le subreddit de Québec. Vous êtes tous les bienvenus. Et aussi, évidemment, si vous trouvez ça intéressant, on vous invite à vous abonner à notre canal YouTube et évidemment aussi à répandre la bonne nouvelle à votre entourage, à vos amis, à vos parents. Plus cette émission-là est écoutée, plus ça nous permet d'interagir avec vous et aussi de répandre nos opinions que l'on considère, je crois, somme toute intéressantes. En toute humilité. Bien sûr.